Bonjour à tous et à toutes. Non, je ne suis pas Monsieur Fiat, on me posait la question. Il arrivera juste en suivant, très rapidement. Donc moi, je suis Clara Bourgeois, je suis directrice du pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine, qui a été cité par nos sociétaires précédemment dans les discours d'ouverture. Et j'ai l'honneur de modérer cette journée à la demande de l'Agence culturelle. Tout d'abord, un grand merci pour vos discours d'ouverture qui situent extrêmement bien, de manière détaillée et fine à la fois, les spécificités du territoire, également les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui et dont on va pouvoir parler tous ensemble toute la journée, à la fois pour faire la rétrospective en quelque sorte de tout ce qui s'est passé de manière très dynamique sur ce territoire au cours des 10 dernières années, et puis surtout se poser la question de « et maintenant, on fait quoi ? On va vers quoi ? Et comment est-ce qu'on avance tous ensemble ?» Alors, je vais avoir la difficile tâche aussi de veiller au temps sur une journée qui va être très dense. Donc, je m'en excuse par avance quand vous allez me voir presser un petit peu tout le monde, mais c'est pour qu'on reste vigilant sur ces questions-là. Mais je vais quand même prendre une petite minute avant d'inviter Monsieur Fiat à nous rejoindre pour poser 3 petites questions et vous demander dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main les acteurs culturels ? Ok, merci. Est-ce que les acteurs du médico-social peuvent lever la main ? Super. On a quand même une belle répartition, je trouve, entre nos 2 secteurs qui nous animent, et c'est quand même un élément assez significatif. Et d'ailleurs, bravo pour la mobilisation, je tiens à le dire, c'est fantastique et ça révèle beaucoup de choses. Et 2 dernières petites questions. Qui sont les acteurs au carrefour, on va dire, entre médico-social et culture, ceux qui se situent entre les 2? Ok. Dernière question. Qui n'est pas de Dordogne? Qui n'arrive pas de Dordogne ce matin? Fantastique. Donc nous sommes bien sur une rencontre régionale, voire peut-être avons-nous des acteurs qui sortent de la région. Et qui va venir aussi s'inspirer à la fois de ce qui se passe sur ce territoire qui a été, et ça a été dit à plusieurs reprises, et qui est très dynamique en la matière depuis de nombreuses années, et puis aussi venir s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, sur d'autres territoires, et d'ailleurs même en dehors du département. Donc je ne vais pas m'arrêter, je vais pas discuter plus longtemps du contenu, mais juste vous donner deux, trois indications. Cette journée, elle a lieu donc jusqu'à 17h. On va avoir des temps à la fois de débat autour de tables rondes, autour d'un discours d'ouverture également par Eric Fiat qui viendra juste en suivant. On va avoir des temps d'interstice culturels aussi, issus de restitutions de projets qui ont eu lieu et qui nous permettront aussi de sentir, de ressentir, de passer par le sensible, parce que c'est aussi de ça qu'on parle, pour venir illustrer, incarner tous les discours de la journée, et surtout de profiter aussi des temps informels pour continuer les débats, discuter et se rencontrer, parce que tout est toujours une histoire de rencontre dans ces projets, et donc c'est important. Je précise aussi rapidement que nous, on a amené pas mal de documentation. Vous en avez beaucoup aussi sur l'agence culturelle et notamment sur les appels à projets. On en a amené sur le pôle culture et santé. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pendant les pauses aussi pour avoir l'occasion de discuter. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais parler pendant trop longtemps et je ne serai plus dans mon rôle de modératrice. Donc, un grand merci pour nos intervenants de ce matin pour les discours d'accueil. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et je propose à M. Eric Fiat de nous rejoindre. Je vais profiter de sa venue pour l'introduire. Donc, Eric Fiat est philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel Paris-Est. Et il va venir parler ce matin d'un thème qui est le suivant, l'art le plus indispensable des luxes. On va profiter de ce temps de philosophie pour commencer la journée, pour nous inspirer pour la suite de la journée. N'hésitez pas à prendre des notes parce que vous aurez même le temps de lui poser des questions à la fin. Et voilà. Alors je vous dois
Allez, 3 aveux, dont le premier que je suis philosophe. N'ayez pas peur surtout. J'essaie de l'être tout du moins, et je m'interroge toujours sur ma légitimité à prendre la parole devant des professionnels du secteur médico-social, moi qui ne suis pas professionnel du secteur médico-social. Cependant, je me rassure un peu quant à ma légitimité à vous parler aujourd'hui, puisque, comme il a été dit, oui, je suis professeur d'université, dans cette université qui change de nom tout le temps. Quand je suis arrivé, elle s'appelait Université Marne-la-Vallée, puis après elle s'est appelée Paris-Est Marne-la-Vallée, et maintenant elle s'appelle Gustave Eiffel, ce qui me permet de faire croire à une mobilité que je n'ai pas du tout. On est dans un monde où on n'existe que si on est mobile. Bon, je suis encrouté dans cette université, mais je suis très heureux et j'y dirige un master de philosophie, mais un peu singulier, car mes étudiants ne sont pas des étudiants classiques en philosophie, c'est-à-dire des jeunes qui, après qu'ils ont réussi leur licence, viendraient faire un master pour ensuite se présenter au concours de recrutement à la fonction publique, le CAPES ou l'agrégation. Non, mes étudiants sont des professionnels du soin. C'est un master en formation continue qui accueille des professionnels du soin au sens très large du terme, médecins et non-médecins. Et dans les non-médecins, il y a des infirmières, des aides-soignantes, directrices d'EHPAD, ergothérapeutes. Et je dirais que la réalité du secteur qui est le vôtre, ce sont mes étudiants qui me l'amènent, qui me l'apportent. C'était mon premier aveu. Mon deuxième aveu est mon bonheur de rencontrer des artistes, car j'aurais voulu être un artiste. Et le suis un tout petit peu car je suis violoncelliste solo de l'ensemble instrumental de Château-Thierry. Bon, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis tout de même. J'ajoute que si je suis violoncelliste solo de cet ensemble, c'est parce que je suis le seul. Mais sur un curriculum vitae, ça fait bien de dire violoncelle solo de l'ensemble instrumental de Château-Thierry. Mon troisième aveu est que je ne savais pas que nous rencontrerions dans cette salle, et j'en suis très heureux parce que j'ai pour elle depuis toujours une immense admiration. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. C'était mes 3 aveux. Si jamais vos pas vous conduisaient un jour en Provence, je vous inviterai très volontiers à vous rendre dans la petite ville de Manosque pour y visiter la maison de cet immense écrivain, de cet écrivain génial que fut Jean Giono. Et si vous visitez la petite maison de Jean Giono à Manosque, lorsque vous entrerez dans son bureau, vous verrez que sur son bureau se trouve son dernier texte, le dernier manuscrit qu'il eut terminé. Et ce manuscrit s'appelle « De certains parfums ». Et que dit Giono dans ce texte magnifique, « De certains parfums », que vous pouvez trouver dans le recueil de textes de Jean Giono qui s'appelle « La chasse au bonheur ». Eh bien, Jean Giono nous dit que le parfum n'est pas un luxe, ou alors il est le plus indispensable des luxes. Le parfum permet d'affronter et même souvent de vaincre les mystères les plus terribles. Eh bien, ce que Jean Giono dit du parfum, je voudrais le dire aujourd'hui de l'art. L'art n'est pas un luxe, ou alors c'est le plus indispensable des luxes. L'art permet d'affronter et souvent de vaincre les mystères les plus terribles. Évidemment, dans la formule indispensable des luxes, il y a quelque chose de provocateur, voire d'oxymorique, car généralement le luxe, c'est ce dont on peut se dispenser, n'est-ce pas? Luxe vient du latin luxare, qui veut dire être en excès. La végétation luxuriante, c'est la végétation qui est en excès. La luxure, mes bien chers frères, c'est le sexe en excès. La luxation de l'épaule, c'est le moment où l'épaule est en dehors de son séjour naturel. Donc, par droit d'étymologie, le luxe, ça devrait être ce dont on se dispense. Eh bien non, je reprends à mon compte la provocation gionesque. Le parfum, c'est un luxe indispensable. L'art, c'est un luxe indispensable. Pourquoi? Eh bien, parce que l'art, comme il a été déjà dit, qu'il soit reçu ou pratiqué, et j'essaierai de rendre hommage aux deux, l'art n'est pas que l'ornement de l'existence, mais peut-être son cœur. L'art, c'est ce qui peut peut-être donner en effet sens à une existence humaine, aux 3 sens du mot sens,
c'est-à-dire à la fois une signification, une direction et une sensation. Les artistes éduquent notre sensibilité, notre capacité de ressentir le monde. Et en effet, comme il fut rappelé, j'aime reprendre la formule de Jean Kelevitch qui disait « Oui, on peut vivre sans philosophie. Oui, comme on peut vivre sans amour, comme on peut vivre sans art, mais tout de même un peu moins bien. » Et c'est ce propos que je vais essayer de développer en disant en effet que l'art peut être le parfum sauvant les plus fragiles de nos frères humains de l'impression que la vie n'a plus de sens, c'est-à-dire plus de signification, plus de direction et plus de sensibilité. J'en viens donc à ce texte de Jean Giono qui s'appelle « De certains parfums », qui sera la métaphore, l'entrée métaphorique de mon propos. Entrée métaphorique du propos, c'est du lourd. Hein. Qu'est-ce que dit Giono dans « De certains parfums » ? Il évoque trois mondes durs, presque immondes, des mondes où il est très difficile de continuer à penser que la vie est tout de même chose douce. C'est Montaigne qui disait « c'est tout de même chose douce que la vie, même si aisée à troubler ». Eh bien, Giono va nous décrire des mondes où il est difficile de trouver la vie douce. C'est le désert de Gobi, c'est la jungle de l'Inde et c'est la mer au sud du Cap Horn. Ce sont trois mondes où le cœur humain risque de se perdre à tout moment. Ce sont des mondes où on est, comment dirais-je, on a perdu le nord. On est même désorienté. Donc on a perdu le nord, on a perdu l'est. On est tellement à l'ouest qu'on n'est plus à l'ouest. Je veux rendre hommage aux jeunes qui ont inventé cette expression. Vous savez qu'être à l'ouest, ça ne veut pas dire être à l'ouest. Hein. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Mais être à l'ouest, c'est être perdu. Et qu'est-ce qui reste quand on a perdu le nord, l'est et l'ouest? Il reste le sud chaleureux. Ce qui fait que souvent, en effet, les vieilles dames en EHPAD, à un moment, vous les voyez vouloir sortir de l'EHPAD. Pourquoi? Je vais aller voir maman. Mais enfin, maman, ta mère est morte depuis 40 ans. Enfin, mais parce qu'elle se souvient de ce lieu où il y avait un être qui justifiait sa présence au monde. Alors voilà les trois mondes décrits par Giono. Tout d'abord, le désert de Gobi. Quand on va de Merv à Balkh, écrit Giono, on traverse une étrange steppe désolée. Tout y est mouvant et indécis. Ne s'y engage que les hors-la-loi. Sable, rochers, dunes, marécages, rien n'y est défini. Tout y est indécis. Ce qui terrifie surtout, c'est l'imprécision. On préfère être sûr de quelque chose, même de la mort. Mais on n'est sûr de rien. Cette région n'a pas de nom. On y voit des fleuves qui changent de place. Ils coulaient nord-sud, ils coulent est-ouest, ou bien ils retournent à leur source, ou brusquement disparaissent presque sous nos yeux. Et Giono d'ajouter que la plupart des hommes embarqués dans cette région n'en reviennent jamais. Ils s'y perdent. Les seuls qui en reviennent, les seuls qui ne s'y perdent pas, dit Giono, c'est ceux qui s'y sont embarqués avec un parfum, avec un petit baluchon, un petit paquet de toiles grossières où se trouve un parfum. Ce parfum, dit Giono, chacun compose le sien avec de la rosée subtile venue d'un ciste, de musc et d'un peu de résine. Ce parfum est un viatique, un guide qui sauvera l'âme. Et je cite encore Giono, on pouvait très bien subsister dans ces espaces désolés. On y trouvait facilement une plante au petit feuillage rond avec une fleur jaune microscopique, mais qui s'enracinait en d'énormes tubercules farineux, très comestibles, très nourrissants, ayant un peu le goût d'artichaut. Quant à l'eau, eh bien, il n'était pas de jour, même d'heure, sans rencontrer quelques ruisseaux en balade ou un étang en train de se carapater, ou tout du moins une flaque. Mais l'âme, c'est-à-dire que oui, parfois, dans l'EHPAD ou dans le FAM, oui, on a de quoi manger et de quoi boire, mais l'âme. Et Giono ajoute, ces prisonniers évadés se confiaient aveuglément à ces petits paquets de toiles. C'était un parfum, un esprit. Ce viatique suffisait. Non seulement il suffisait, mais il était même absolument indispensable. Vous voyez ? Eh bien, c'est le parfum, qui n'est pas un luxe, mais le plus indispensable des luxes qui a permis à ces hommes de ne pas se perdre dans le désert de Gobi. Deuxième lieu, deuxième métaphore, la jungle de l'Inde. Sous les Han, l'aristocratie chinoise se servait abondamment de parfums artistiquement agencés, surtout à l'époque de la chasse impériale. En temps normal, quelques grains d'anis et de coin suffisaient. Mais quand rhinocéros et tigres surgissaient du noir des forêts ou du brouillard des marécages, quand il fallait se mettre en frais, nus et sans armes, devant les bêtes féroces,
quand tigres, léopards, cerfs, sangliers, ours géants, pêle-mêle pour chasser, éclataient en griffes et dents, alors on avait besoin d'un parfum spécial pour rappeler l'âme. Ce parfum spécial était combiné par des chimistes. Leur pharmacopée a laissé des recettes. Ils utilisaient des poudres telluriques. Il s'agissait de piller, de mélanger du silex, du porphyre, de la serpentine et des pierres dites communes. Le parfum n'est pas un luxe, alors c'est le plus indispensable des luxes. Il permet d'affronter les mystères les plus terribles. Et troisième lieu, décrit par Giono, la mer déchaînée au sud du Cap Horn, qui, comme il écrit de manière amusante, n'est pas un lieu qui prédispose à la franche rigolade, hein. Là, ce ne sont que tempêtes, tourbillons, diableries de fin du monde, neige, grêle, ouragans qui tournent dans le sens des aiguilles du montre autour des dépressions, mais en sens inverse autour des aires anticycloniques, avec de forts effets de mirages qui déforment même l'imaginable. Alors, dans ces lieux terribles, la plupart des bateaux sombrent très vite. Si on a le temps, on met des barques à l'eau. La plupart, elles aussi, disparaissent. Elles sont prises dans un tourbillon. On les voit disparaître comme une toupie. Mais il y a des marins qui arrivent à en revenir de la mer au sud du Cap Horn. Et ils nous ont dit ce qui les avait sauvés. Une odeur de baleine. Un parfum si violent, si épicé malgré les bourrasques, qu'ils se retrouvaient requinqués. Ils se mirent sur la piste de ce parfum et furent sauvés. Eh bien oui, le parfum n'est pas un luxe, ou alors le plus indispensable des luxes, il permet d'affronter les mystères les plus terribles. Je ne crois pas que vos résidents, que ce soit dans un EHPAD, au Pervenche, au Myosotis, on donne souvent des noms de fleurs aux maisons de retraite, je ne sais pas trop pourquoi, alors que les odeurs qu'on y sent ne sont pas toujours florales, enfin bon, quoi qu'il y ait la flore intestinale. Mon Dieu, je ferme cette parenthèse que j'aurais dû ne point ouvrir. Et de même, les personnes en situation de handicap dans les foyers, bon, ont-ils besoin d'un parfum? C'est pas impossible, mais je ne crois pas que ce qui les sauvera de l'impression que la vie n'est plus chose douce, n'est-ce pas? Ce sera une odeur de baleine, ce sera du cyste, ce sera un petit baluchon, mais je crois que c'est un certain nombre d'œuvres d'art. Alors, pourquoi justifier cette métaphore? Parce que souvent, se retrouver dans ces établissements-là, c'est être en effet désorienté. Hein, la plupart des gens qui entrent en maison de retraite ne l'ont pas choisi. Et en effet, ils ont perdu le nord, ils sont désorientés, ils sont tellement à l'ouest qu'ils ont perdu l'ouest. Sans doute que l'art peut les aider. Pourquoi? Bien parce que Jean Giono a raison de renverser la hiérarchie de l'indispensable et du luxueux. Vous voyez, le geste fait par Giono au sujet du parfum, moi je vais le faire au sujet de l'art, pour au fond vous inviter à renverser la pyramide de Maslow et à vous déspinociser si vous étiez spinoziste. Je m'explique. La pyramide de Maslow, ça fait inventé par un psychologue, c'est celle qui dit les besoins fondamentaux des êtres humains. Alors il y aurait comme besoin fondamental de respirer, de boire, de dormir, d'uriner, de manger. Et puis une fois satisfait ces besoins, on aurait des besoins qui seraient un peu moins nécessaires, hein, comme le confort, puis le fait d'être aimé, puis le fait de trouver sens à la vie. Moi, il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, c'est que chez lui, le désir de sens est plus profond que le désir de vie. Je veux dire par là, ou le désir d'amour, je veux dire par là que manger, boire, respirer, dormir, si je ne trouve plus aucun sens à cela, plus aucune signification, plus aucune direction, plus aucune sensation, ça ne m'intéresse guère. Et l'erreur de Maslow, c'est tout d'abord d'avoir dit que l'homme était d'abord un être de besoin, alors que selon moi il est d'abord un être de désir, hein, mais c'est surtout de faire croire que le besoin de sens et le besoin d'amour sont des besoins superfétatoires, dispensables, luxueux. L'erreur de Maslow me paraît la même que celle de Spinoza. On peut avoir une grande admiration pour Spinoza, mais Spinoza écrit dans l'Éthique que ce qu'il y a de plus profond chez tous les vivants, plantes, animales comme hommes, c'est ce qu'il appelle le conatus essendi. J'ai peut-être besoin de traduire, en tout cas pour moi, qui est la première fois que je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale supérieure, et eu en latin 1. Et pas 1 sur 20, 1 sur 60. Ils m'ont mis un point parce que j'avais fait quelque chose. Le professeur de latin que j'ai eu en Cagne, je l'aimais beaucoup, mais il savait ma nullité en matière de latin. Pardon de cette anecdote, je l'ai invité à mon mariage, et au moment où il célèbre les nouveaux mariés, il s'avance près de la jeune épousée en lui disant « Mademoiselle, alors je vais l'imiter, mais ça ne va pas vous faire rire. » C'est Pierre Desproges qui disait « J'imite très bien mon beau-frère, mais personne ne connaît mon beau-frère. »
Donc, quand j'imite mon beau-frère, ça fait rire personne. Eh bien, il parlait comme ça, le prof de latin, Georges Romby. Mademoiselle, au plus tôt matin, je vais vous féliciter d'avoir choisi Eric. C'est un très bon choix. Peut-être aurez-vous des enfants. Ça ne me regarde pas, mais peut-être que vous aurez des enfants. Si vous avez des enfants, je pense qu'Eric leur apprendra beaucoup de choses, mais surtout qu'ils ne leur apprennent pas le latin, ce serait une catastrophe. Bon. Alors, j'ai progressé un peu. Et qu'est-ce que c'est que le conatus essendi? C'est l'effort d'être. C'est l'effort que fait tout être pour persévérer dans son être à sa manière à lui. Spinoza pose qu'au fond de tous les vivants, plantes, animal et hommes, se trouve le conatus essendi, l'effort que fait tout être pour persévérer dans l'être à sa manière d'être à lui. C'est tellement long que parfois on dit simplement le conatus. C'est un mot latin qui veut dire effort, et essendi, c'est le verbe être au génitif. Le prof de latin me surveille. Je suis d'accord pour dire qu'au fond de la plante, il y a le conatus essendi. Qu'est-ce qui explique qu'en temps de sécheresse, l'arbre envoie des racines très profondément dans le sol pour essayer d'y trouver la moindre présence d'eau? Le conatus essendi. Qu'est-ce qui explique que cet imbécile d'endive, pardon, je prends une position politique peut-être très discutable, parce que vous aimez peut-être les endives, mais moi j'aime pas ça, enfin tout le monde s'en fout, mais j'aime pas ça. Qu'est-ce qui explique qu'elle tend sa petite queue verte vers le soupirail où se trouve un peu de lumière? Le conatus essendi. Je suis d'accord aussi pour dire qu'au fond, vous me dites, déjà? Ah mon Dieu, mais vous ne m'avez pas donné autant de temps que prévu. Qu'est-ce qui explique que l'animal, que le hérisson se met en boule quand il a peur, que l'animal court pour trouver sa pitance? Le conatus essendi. Et qu'est-ce qui explique, je suis d'accord, qu'au fond de l'animal comme de la plante, il y a le conatus essendi. Et au fond de l'homme aussi, qu'est-ce qui explique que tout à l'heure, nous allons nous restaurer, nous allons nous désaltérer, parce que nous sommes altérés par la soif, le conatus essendi. Mais il me semble que ce qui sépare l'homme des autres vivants, c'est que chez l'être humain, le désir d'être aimé est plus profond que le désir d'être. Le désir de trouver un sens à sa vie est plus profond que le simple désir de vie, n'est-ce pas? Et l'erreur de Spinoza, c'est en effet d'avoir mis le conatus au fond. Et je crois en effet que le nouveau en EHPAD, la nouvelle en maison d'accueil spécialisée, eh bien, n'a pas très envie de conatusiser. Conatusiser, si j'ose ce néologisme, persévérer dans son être à sa manière d'être à soi, et pour cela se nourrir, manger, boire, dormir, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Si, au fond, tous les êtres qui vous regardent ne sont là que pour délégitimer le fait que vous soyez. Il me semble en effet que l'être humain est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Voyez ? C'est le seul vivant qui se sache contingent et mortel. Et contingent, un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Et mortel, un être qui existe, mais qui n'existera plus. Alors tous les vivants sont contingents et mortels. Cette rose aurait pu ne pas être, elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Et elle ne sera plus quand elle sera fanée, décomposée au fond de mon jardin. Même chose pour l'animal, ce phacochère aurait pu ne pas être et ne sera plus. Et il n'aurait pas été si son père et sa mère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur étant donné la tronche de ces animaux, mais sub specie naturae, du point de vue de la nature, ils sont peut-être très bien faits. Et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents et mortels. Vous auriez pu ne pas être si votre père n'avait pas rencontré votre mère, si la conversation n'avait pas eu le prix, le tour un peu charmant qu'elle a pris. S'il ne s'était rien passé 9 mois avant votre naissance, vous ne seriez pas là. Et puis vous ne serez plus, car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Mais ce qui sépare, je crois, l'homme du phacochère et de la plante, c'est que lui sait sa contingence et sa mortalité. Et ces deux savoirs, du fait que j'aurais pu ne pas être et que je ne serai plus, ces deux savoirs fomentent en nous deux sentiments entre lesquels on oscille toute sa vie, ce que j'appellerais, pour aller vite, la joie d'être et le regret d'exister. La joie d'être, c'est quand vous dites « Oh, j'aurais pu ne pas être ». Et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas rencontré ma mère, si la conversation, si le spermatozoïde. Je suis, mais quelle chance, la vie est un cadeau, la vie est une merveille. Et puis quand je pense que je suis, mais qu'un jour je ne serai plus, bah oui, je me dis que tout de même, vivons heureux en attendant la mort, comme disaient des proches. Donc ça, c'est la joie d'être. C'est l'idée que la vie est un cadeau plutôt qu'un fardeau. Malheureusement, il nous arrive, lorsque nous pensons à notre contingence et à notre mortalité, d'éprouver un tout autre sentiment qui serait le regret d'exister. J'aurais pu ne pas être, je suis. Est-ce que ça vaut le coup? Est-il légitime que je sois? Suis-je digne d'être? Serge Gainsbourg a fait chanter à Jane Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle après leur séparation, ces vers absolument sublimes. Je dis ces vers alors que Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était poète.
Parce que Gainsbourg disait que la poésie, c'est un art majeur, pas déconner, alors que la chanson, c'est un art mineur. Merde. Et pourtant, là, c'est vraiment beau comme du Baudelaire, ce que Serge fait chanter à Adjenne quand il lui fait chanter. Avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et puis, pour parodier Gainsbourg, quand on pense à sa mort, je suis, un jour je ne serai plus, est-ce que ça vaut le coup que je sois encore, que je vive encore? Et on pourrait dire, pour parodier Gainsbourg, avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être, voyez? Ça, c'est pas l'existence comme cadeau, c'est l'existence comme fardeau. C'est pas la joie d'être, c'est le regret d'exister. Et un être qui vit l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau, eh bien, je crois que l'art est quelque chose d'indispensable, aussi bien l'art reçu que l'art accompli. L'art reçu, parce que en effet, rien ne donne plus de signification, de direction et de sensation à la vie que l'art. L'art, c'est ce qui en effet approfondit le rapport que nous avons à nous-mêmes, que nous avons au monde et que nous avons aux autres. Sans art, nous n'aurions qu'un rapport très frustre à nous-mêmes. Sans Baudelaire, sans Nerval, sans Schubert, sans Barbara, saurions-nous toute la différence, toute la gamme des dégradés qu'il y a entre la mélancolie et la nostalgie, le désespoir et la tristesse? Et en effet, sans ces artistes-là, eh bien, je pourrais dire simplement ça va, non, ça craint. Et pourtant, grâce à ces artistes, j'approfondis le rapport que j'ai à moi-même. J'approfondis le rapport que j'ai au monde. Et en effet, si je n'avais qu'une langue pauvre, eh bien, je ne saurais pas la différence entre toute la gamme des sensations, entre l'amer et le doux, le lisse et le rigueux, le rouge et l'orangé. Perdre des mots, perdre des adjectifs, c'est perdre toutes les sensations qui vont avec. Il existe en Écosse des dizaines de mots pour parler de la pluie, pour parler des infinies nuances qu'il y a entre la bruine et l'averse. De même que les Esquimaux ont des dizaines de mots différents pour désigner les différentes qualités de la neige. Qui n'a pas ces mots-là ne pourra dire autre chose que « il pleut » ou « il neige ». Alors que quand on connaît tous les mots désignant la pluie et la neige, tout d'un coup, la pluie cesse d'être chiante comme la pluie pour devenir quelque chose d'intéressant. Enfin, l'art approfondit le rapport que nous avons aux autres. Je crois qu'il vaut mieux apprendre l'amour chez Proust ou chez Colette, qu'en regardant Love Story ou en achetant Voici. Voilà pourquoi, en effet, l'art est éducateur d'un nouveau rapport au monde. Et nous avons tous des images. Mon amie Valeria Bruni-Tedeschi a fait un très beau film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Une jeune fille de 90 ans, où l'on voit une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer tomber amoureuse du chorégraphe qui tente de la faire danser et parvient à remettre en mouvement cette âme et donc un peu ce corps. Je me souviens aussi d'une autre amie, Claire Hopper, qui est violoncelliste et qui joue dans les EHPAD et dans les maisons d'accueil spécialisées, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le pansement Schubert, où au fond on a fait une étude qui montre que 5 minutes de Schubert, à qui a envie d'écouter Schubert, hein, parce qu'il faut le libre choix, et on peut préférer entendre du Johnny, que j'aime beaucoup par ailleurs, 5 minutes de Schubert peuvent remplacer 5 mg d'oxynorme. Et elle se souvient d'avoir joué du violoncelle pour une dame qui avait été danseuse à l'Opéra de Paris, qui était paralysée. Et quand elle lui a joué le cygne, elle a vu le bras danser mieux que tous ceux qui dansent, n'est-ce pas? Oui, l'art reçu retisse un rapport à soi-même, aux autres et au monde riche. Et puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'art produit. Parce que ce n'est pas simplement vous amener les œuvres d'art à vos résidents, c'est que parfois vous les invitez à être artistes. Et je crois en effet que alors, Hegel est le premier philosophe à avoir réhabilité, à avoir donné ses lettres de noblesse au travail. Avant Hegel, dans la plupart des civilisations, on méprisait le travail. D'ailleurs, on le donnait aux esclaves. Et les hommes libres à Athènes et à Rome ne travaillaient pas. Les gentilshommes, les nobles, pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, ne travaillaient pas. C'est simplement quand la bourgeoisie est devenue la classe dominante que les dominants se sont mis à travailler. Mais Hegel a donné la philosophie de ça, puisqu'il explique dans la dialectique du maître et de l'esclave qu'après que le maître l'a emporté sur l'esclave, il s'endort dans l'oisiveté, il ne fait plus rien.
Alors que l'esclave, lui, il doit travailler, et pour travailler, il va devenir inventif, il va devenir ingénieux. C'est-à-dire que, se rendant compte que ses muscles sont peu de choses pour transformer le grain en farine, bah, il va faire tourner la meule par l'animal qu'il va domestiquer, le taureau. Mais le problème, c'est que le taureau met souvent sa puissance au service de sa libido. Donc, il faut avoir la puissance sans la libido. Résultat, on transforme le taureau en bœuf et il va faire le travail. Mais il se fatigue. Et à un certain moment, l'esclave va domestiquer le fleuve. Vous voyez, le fleuve va faire tourner la meule ou le vent va faire tourner les ailes du moulin. Et c'est à ce moment-là que Hegel réhabilite le travail comme étant facteur d'approfondissement, d'enrichissement. Soit, le problème, c'est que tous les travaux ne sont pas humanisants. Et aussi bien Karl Marx que Charlie Chaplin, dans les temps modernes, ont montré que certains travaux étaient déshumanisants. Et c'est là, je dois aller vite, c'est là qu'il faut recourir à la distinction que fait Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre. Et Hannah Arendt dit en effet que, oui, on peut perdre son humanité dans un travail qu'on n'aime pas. En revanche, on peut la retrouver dans l'œuvre. C'est cette fierté des handicapés qui montrent leur dessin. C'est cette fierté des personnes âgées qui, en effet, peuvent montrer que malgré les délabres de la mémoire, il y a encore la possibilité de chanter, de se souvenir. Aussi bien l'œuvre que vous leur apportez que l'œuvre qu'ils sont capables de créer peuvent leur rendre de nouveau le sentiment que c'est tout de même chose douce que la vie, même si aisée à troubler. C'est du Montaigne. Et Montaigne ne décrète pas que la vie est douce, et elle était dure à son époque, n'est-ce pas? Elle ressemble à la nôtre à son époque, d'ailleurs. Les guerres de religion, la peste noire, la découverte d'autres mondes dans les cieux, Kepler, Galilée, et sur Terre, Christophe Colomb et compagnie, qui déstructurent complètement le monde. Et c'est à ce moment-là que Montaigne dit que tout branle dans ce monde. Le monde n'est plus qu'un branloir pérenne. C'est beau, hein? Un branloir, c'est une petite balançoire. Tout branle. Les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, la terre elle-même, et du branle commun et du branle sien. La constance n'est rien d'autre qu'un branloir plus languissant. Je me rappelle avoir tenu ces propos au Collège des Bernardins, devant une assemblée de religieux. Ça m'amusait beaucoup d'employer cette expression. Eh bien, on est dans un monde, en effet, où tout branle. Parce que, alors nous, c'est le Covid, c'est pas la peste, c'est l'abolition de toute une série de distinctions, et puis une perte. Bon, on a. Et qu'est-ce qui peut quand même nous faire dire que c'est tout de même chose douce que la vie, même si aisée à troubler? Surtout qu'on est troublé parce que c'est pas le désert de Gobi, c'est pas la mer au sud du Cap Horn, c'est pas la jungle de l'Inde, mais quand même ils sont désorientés, ils ont perdu le nord, ils sont tellement à l'ouest qu'ils ne sont même plus au sud. Or, leur faire entendre la musique qu'ils aimaient, leur faire goûter le parfum qu'ils aimaient, leur jouer sur leur puissance de création encore intacte et leur puissance de souvenir. Eh bien, c'est peut-être en effet ce qui va leur faire dire avec nous tous que l'art n'est pas un luxe, ou alors c'est le plus indispensable des luxes. L'art permet d'affronter et souvent de vaincre les mystères les plus terribles. Merci de votre attention. Alors, est-ce qu'on entend? Oui. Un très grand merci. C'est extrêmement frustrant de devoir arrêter la discussion parce qu'on aurait envie d'en entendre beaucoup plus. Extrêmement inspirant, mais c'est un... Je reviens à la fin. Parfait, super. Et dans tous les cas, on a encore un petit temps pour prolonger les échanges. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ou des commentaires ou des objections? Ah, ici. Bonjour, je me demandais juste si, dans ce que vous disiez tout à l'heure, qui m'a beaucoup parlé sur la nécessité et la force du sens, en premier lieu, s'il n'y a pas des périodes comme les nôtres, où la désespérance et la peur gagnent sur le sens, et je pense évidemment à Trump et aux États-Unis. Je suis Élie Brissonneau, auteur-metteur en scène de l'Outremont Compagnie. Je suis évidemment d'accord avec vous.
le rapprochement que je tentais entre le XVIe siècle et Montaigne et notre XXIe vient du fait qu'il y a bien des raisons de penser que c'est chose dure que la vie. Il y a bien des raisons de penser que la vie est chose très troublée en ce moment. Je répondrai à la façon bien traditionnelle et peut-être un peu simpliste de Gramsci, c'est-à-dire pessimiste de la raison, optimisme de la volonté. Et j'utiliserai un autre philosophe qu'on songe guère à rapprocher de Gramsci, à savoir la philosophe Simone Weil, qui disait on ne peut pas méconnaître trop longtemps les besoins spirituels fondamentaux des êtres humains. Alors elle disait besoins spirituels puisqu'elle était religieuse, mais on peut soit enlever ce mot, soit lui donner un contenu non religieux. On ne peut pas méconnaître trop longtemps les besoins spirituels fondamentaux des êtres humains. Ça veut dire qu'on peut les méconnaître assez longtemps. Mais il faut avoir cet optimisme, cette espérance en tout cas, cette petite espérance qui consiste à continuer d'espérer quand tout pousse à désespérer, qui fait qu'il y aura un jour où, comme vous, je suis très inquiet du monde qui vient, et alors peut-être pas comme vous, mais ça on en parlera tout à l'heure, il m'arrive en effet de me laisser aller au charme de la nostalgie. La nostalgie d'un monde que j'ai connu dans mon enfance qui me semblait plus simple, plus confiant, plus espérant. On espérait que les lendemains allaient chanter. Maintenant, on fait en sorte qu'ils ne déchantent pas trop. Bon. Or, je dois évidemment faire attention au charme de la nostalgie, ce qui veut dire qu'elle n'en manque pas. Car le nostalgique, c'est toujours celui qui, parce qu'il n'aime pas ou qu'il ne comprend pas le monde dans lequel il est, invente un passé qu'il mythifie, vous voyez. On n'a pas le droit de reprocher trop vite au monde dans lequel on vit notre difficulté de le comprendre. Essayons de le comprendre. Il m'arrive de dire, plus souvent qu'à mon tour, on ne peut plus circuler dans Paris. Et le simple syntagme Anne Hidalgo crée chez moi une espèce de furie qui inquiète mes proches sur mon état mental. Je ne dois pas oublier qu'au XVIIe siècle, Boileau a écrit un petit livre qui s'appelle Les embarras de Paris. Et que dit Boileau dans Les embarras de Paris? On ne peut plus circuler dans Paris. Il m'arrive de dire que les êtres humains ne prennent plus le temps de vivre. Je ne dois pas oublier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, un certain Sénèque a écrit un livre qui s'appelle De brievitate vitae, de la brièveté de la vie, où Sénèque dit quoi? Que maintenant les Romains ne prennent plus le temps de vivre, alors qu'avant ils prenaient le temps de vivre. Nous vivons une révolution, mais regardez, quand on est passé de la troisième révolution, quand on est passé de l'oral à l'écrit, des gens ont dit que c'était la fin de toute civilisation, les têtes allaient se vider. C'est du Socrate. Quand on est passé de l'écrit à l'imprimé, on a dit que les têtes allaient se vider, qu'on allait écrire n'importe quoi. Quand on passe aujourd'hui de l'imprimé à l'écran, moi je suis le premier à dire les têtes vont se vider, il n'y aura plus d'attention. Les hommes ont su inventer un bon usage de l'écrit, un bon usage de l'imprimé. Pourquoi ne saurait-il pas inventer un bon usage de l'écran? Et puis, puisqu'un philosophe, ce qui vieillit, ça parle trop de soi, je vais vous faire une quatrième confidence. Je suis grand-père pour la première fois depuis très peu de temps. Cette petite Léonie, je n'ai pas le droit de lui dire qu'elle arrive dans un monde absolument infernal, terrible. Je dois faire tout mon possible pour qu'elle dise c'est tout de même chose douce que la vie. Et j'espère que vous serez d'accord. Votre œuvre, c'est aussi ça. On peut prendre une dernière question s'il y en a une très brève. Bonjour, Gabriel Okunji. Pardonnez, merci pour cet exposé avec beaucoup de moments de légèreté et j'apprécie vos qualités de pouvoir vous mettre dans la peau d'un autre, notamment concernant Gainsbourg. Je pense que nous parlons de la même chose. Nous parlons, on est d'accord sur... mais ici dans la salle, il y a des politiques, il y a des administratifs, il y a des directeurs, et souvent, en ce qui concerne l'art et la culture dans ces établissements, le regard que l'on y porte est très ambigu. Voilà pourquoi, non pas que sur le plan strictement de la beauté du mot, je suis d'accord avec vous, l'art le plus indispensable est le luxe, ça sonne juste, mais parce que justement, il y a des administratifs, il y a des directeurs, il y a des décideurs qui
souvent ne regardent la culture et l'art que de façon seconde, que je dirais que je ne suivrai peut-être pas, je dirais que l'art, c'est le plus méconnu des indispensables. Pourquoi? Parce que auprès des soignants, je suis moi-même soignant, j'ai l'habitude de dire aux soignants que accueillir l'art, accueillir la culture là, auprès des patients, dans des unités de soins, dans des services, l'art, vous posez des questions, non, l'art ne soigne pas au sens médical du terme. Cependant, l'art et la culture, c'est le seul lieu de la survie psychique. Lorsque je m'adresse aux éducateurs, il y a beaucoup ici qui ne sont pas du côté du malade, mais du côté de l'handicap, du médico-social, comme aujourd'hui, de ce qu'on appelle des résidents, je leur dis, écoutez, l'art n'est pas là, la pratique artistique n'est pas le remède contre le handicap, contre l'échec scolaire, si tant est que l'échec scolaire soit une maladie. Cependant, l'art qui est pratiqué dans ces établissements médico-sociaux nous aide, nous, car la pratique artistique, dans ces milieux-là, est le seul chemin pour ouvrir le sentier, pour ouvrir le chemin qui mène chaque humain vers sa dimension d'homme, c'est-à-dire vers sa dimension d'altérité, vers sa dimension de pouvoir se situer malgré la maladie, malgré le handicap, malgré qu'il soit immigré, malgré qu'il soit incarcéré, malgré l'isolement, etc., etc. Et pour que cela ait lieu, il faut que et directeurs, et administratifs, et des professionnels qui s'occupent de patients ne considèrent pas l'arrivée ou des moments de pratique artistique comme des moments de récréation qui leur permettraient de boire un café pendant que non. Ce sont des moments nécessaires où, à partir de ce moment, quand un événement culturel, artistique a lieu dans un hôpital, dans un établissement, on cesse d'être soignant, on cesse d'être éducateur, on cesse d'être malade, on cesse d'être handicapé pour conjuguer ensemble ce qui fait l'homme, ce qui fait l'humain, pour justement, dans ce lagadou-là, on puisse produire quelque chose qui donne le sens, justement, vous parliez du sens. Voilà pourquoi je disais, je ne suis pas tout à fait, par rapport aux administratifs, dans les hôpitaux, la pratique artistique, ça a été dit, les politiques le soutiennent, mais c'est encore comme un vernis. On le voit. C'est pour cela que maintenant, que fait-on? La question a été posée là tout à l'heure en disant, puisque nous sommes tous d'accord, pourquoi on est si timoré à prendre des décisions réelles pour que l'art, la culture soit pratiquée aux mêmes dimensions que le soin et que l'éducatif? Merci. Merci. Alors, nous sommes vraiment d'accord. Hein. Deux petites remarques. Alors d'abord, tous les administratifs ne se ressemblent pas. Certains sont parfois tellement formés, ou plutôt déformés par un certain discours managérial où la rationalité technique prend toute la place, que ceux-là, puisqu'ils sont peut-être là aujourd'hui, il faut les provoquer. C'est ce que vous avez fait. Mais il en est d'autres. Il y a dans toute profession des gens ouverts et des gens qui le sont moins. Il y en a d'autres, et j'en connais, qui justement rament pour imposer l'art dans leur établissement, mais qui le font. Et à cela, il faut rendre hommage. Deuxième petite remarque, un écho. L'art est-il thérapeutique? Alors, vous parlez d'une thérapie de l'âme, c'est ce que dit Giono d'ailleurs. On peut manger, on peut les tubercules, il y a tout ce qu'il faut, mais l'âme, qu'est-ce qui peut rappeler l'âme? Il est des œuvres d'art qui ont une puissance thérapeutique et réanimatrice. Thérapeutique parce que, par exemple, quand on est triste et qu'on écoute de très belles musiques tristes, on se dit qu'on n'est pas seul à être seul. Quand j'écoute le Quatuor de la jeune fille et la mort de Schubert, ou le Quatuor Rosamonde de Schubert, ou une chanson particulièrement désespérée de Barbara, je les remercie de transformer la souffrance en beauté. Ça, c'est une des fonctions de l'art. Elle transforme la souffrance en beauté. Et écouter des musiques tristes quand on est triste, ça peut nous désattrister. Dernière chose, l'art, il ne faut pas pratiquer l'art pour être heureux, mais on pratique l'art et on est heureux. Les plus belles vertus de l'art viennent par surcroît, vous voyez? Et ce surcroît est quelque chose d'irremplaçable.
En ceci, je suis d'accord avec vous. J'ai eu peur que ma collègue vous dise que vous parliez trop longtemps. Il ne faut pas que je parle trop longtemps à mon tour. J'adore cette étiquette. Merci beaucoup. Je pense que ça ouvre énormément d'échanges pour la journée. Merci beaucoup pour ces échanges inspirants. On peut l'applaudir à nouveau.